Monsieur Chirac, s'il y a un point sur lequel aujourd'hui tout le monde s'accorde, c'est que votre campagne a un impact très fort sur l'opinion publique. C'est ce qu'on appelle l'effet Chirac. Et pourtant, certains commentateurs, prétendant qu'il subsiste dans les intentions de vote supposées des Français un écart entre M. Giscard d'Estaing et vous-même, soutiennent qu'il faut voter utile au premier tour. Et dans leur esprit, voter utile, c'est voter pour le sortant. Qu'en pensez-vous ? Depuis plusieurs semaines, on constate dans l'esprit des Français un double mouvement. D'abord, ma candidature reçoit un accueil de plus en plus favorable. Simultanément, les deux autres candidats, qui sont, comme moi, susceptibles d'être présents au deuxième tour, stagnent ou régressent. Et personne ne conteste que je suis le seul candidat qui progresse régulièrement. Eh bien, j'ai pour ma part la conviction que si le candidat socialiste peut et doit être battu, c'est au premier tour. Supposons en effet un instant qu'il reste au deuxième tour M. Giscard d'Estaing et M. Mitterrand. Eh bien, prenons garde qu'un grand nombre de Français ne soient fortement tentés, par déception, d'essayer autre chose que la politique suivie depuis 7 ans. J'ai la certitude d'être le mieux à même de battre le candidat du Parti socialiste, mais en le battant, en l'éliminant au premier tour. On vous dit, il faut battre M. Mitterrand au deuxième tour. Eh bien, moi, je vous dis, faisons mieux. Il faut le battre au premier tour, et pour cela, il faut voter pour moi. Et nous n'en sommes pas loin, croyez-moi. Cet effet Chirac tient vraisemblablement à ce que vous apparaissez comme le seul candidat qui propose un vrai programme de renouveau économique. Et pourtant, on entend dire parfois que dans ce programme, il n'y a aucune mesure particulière pour lutter contre le chômage. Par exemple, la semaine de 35 heures. Pourriez-vous nous expliquer cette lacune ? Il n'y a pas de lacune. Dans un programme qui est le mien et qui est entièrement conçu pour lutter contre ce fléau social et économique qu'est le chômage, il y a simplement une conception totalement différente de celle des deux autres principaux candidats, qui vous disent en effet, en s'inspirant d'ailleurs l'un de l'autre, il faut prendre un certain nombre de mesures techniques, diminuer la durée hebdomadaire du travail, mettre les gens à la retraite plus tôt, faire des pactes pour l'emploi, sans d'ailleurs se rendre compte que, hélas, trop souvent, cela consiste à embaucher un jeune pour 6 mois et à le licencier ensuite. Il faut augmenter le travail à temps partiel ou allonger les temps de formation. Eh bien, toutes ces mesures, dont certaines peuvent être utiles naturellement, ne créent aucun emploi nouveau. Ce que je propose est une politique différente. C'est en libérant les travailleurs et les entreprises de notre pays des contraintes insupportables qui les lient, qui les paralysent, de leur permettre d'augmenter leur production, de travailler davantage et donc de créer les emplois indispensables à notre économie et à notre jeunesse d'aujourd'hui. Donc, M. Chirac, l'idée force de votre programme économique, c'est la reprise de la production. C'est ce qu'on appelle la croissance. Mais la croissance économique, ce n'est pas quelque chose qu'on peut décider comme cela un beau matin. Comment est-ce que vous allez, si vous êtes élu, commander à l'économie ? Tout d'abord, je voudrais vous dire qu'il y a une chose que je refuse, c'est une politique consistant simplement, comme ce que l'on vous propose actuellement, à répartir la pénurie comme s'il y avait une fatalité pour la France d'être incapable de créer. L'économie, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas l'objet des soins uniques des techniciens à qui le pouvoir politique a eu bien tort de laisser beaucoup trop des attributions et des pouvoirs qui sont les siens.
L'économie, c'est le comportement des hommes, des femmes, des travailleurs d'un pays. Si ces travailleurs ont confiance, s'ils ont l'espoir, s'ils se sentent libres de leurs mouvements, alors ils travaillent, ils produisent, la richesse se crée, et après on peut la distribuer. Si au contraire ces travailleurs ont le sentiment que les choses vont mal, s'ils sont découragés, si dans leurs entreprises ils sont paralysés, alors l'économie va mal. Vous savez, toutes les grandes entreprises de redressement économique de notre pays ont eu pour objectif de rétablir la confiance. Elles ont été menées par des politiques et jamais par des technocrates. Vous pensez par exemple à 1958, au retour du général de Gaulle? Oui, je pense même avant, je pense à 1952 avec l'expérience de M. Pinet, je pense à 1958, c'est vrai, avec celle du général de Gaulle, je pense à 1969 avec celle de M. Pompidou. Eh bien, chaque fois, ces opérations ont été conduites non pas avec des mesures technocratiques ou bureaucratiques, mais en redonnant à la France la confiance et l'espoir. Et aujourd'hui, c'est ce dont la France a besoin, c'est ce dont ces travailleurs ont besoin et c'est ce que je leur propose. Pour rétablir cette confiance, précisément, vous proposez un certain nombre d'initiatives concrètes. Et les Français, depuis 2 ou 3 mois, en ont retenu quelques idées forces. Vous voulez, par exemple, diminuer les formalités administratives, la paperasserie. Vous voulez diminuer également les dépenses budgétaires de l'État et vous voulez réduire les impôts. Alors tout ceci, bien sûr, est très séduisant, mais la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si vous pourrez vraiment le faire quand vous serez élu. D'abord, quand on veut quelque chose, on peut le faire. Ensuite, je l'ai déjà fait, notamment dans les fonctions que j'ai occupées, et en particulier à la mairie de Paris. Enfin, je vous dirais que ce que je demande n'a rien d'extraordinaire ou d'insurmontable. Je dis que l'État ne doit plus laisser augmenter indéfiniment, comme il le fait depuis 7 ans, la charge fiscale, c'est-à-dire les impôts et les cotisations sociales qui pèsent sur les travailleurs de ce pays. Et je demande simplement que par un effort de rigueur, de cette rigueur que l'État doit accepter pour lui-même comme il l'impose pour les autres, par un effort, il faut faire des économies. Ce sont les 30 milliards d'économies que vous proposez, dont vous avez donné la liste. Ce sont les 30 milliards d'économies que je propose, dont j'ai donné la liste, que personne n'a contestée, et qui permettront, puisque l'État aura 30 milliards de moins à dépenser, qui permettront à l'État de percevoir 30 milliards de moins sur les Françaises et les Français. Alors, que doit percevoir en moins l'État? Eh bien, je crois 2 choses essentiellement. D'abord, il faut diminuer l'impôt sur le revenu. Et cela implique, en premier lieu, d'exonérer d'impôt sur le revenu tous les ménages ou tous les contribuables qui gagnent moins de 5 000 francs bruts par mois. Car lorsqu'on gagne aujourd'hui 5 000 francs par mois, eh bien, on n'a pas les moyens de payer l'impôt. Or, ils sont 5 millions dans ce cas. Pour l'essentiel, des retraités et aussi des jeunes ménages qui s'installent ou des travailleurs qui gagnent le SMIC ou à peine plus que le SMIC. Eh bien, ce n'est pas socialement acceptable. J'ajoute que sur le plan financier, cela représente pour l'État une perte très minime de l'ordre de 1% de son budget. Il y a donc là une première mesure. Mais également, l'État ne doit pas laisser l'impôt sur le revenu progresser sournoisement à cause de la hausse des prix. Et les cadres ou les titulaires de revenus moyens comprennent ce que je veux dire. Il faut indexer toutes les tranches du barème honnêtement sur la hausse des prix. Si l'on doit créer des impôts nouveaux, c'est au Parlement de le décider. Ce n'est pas à l'État de le laisser faire par la hausse des prix. Alors ça, M. Chirac, c'est le premier volet de vos propositions de réduction fiscale, celle qui concerne l'impôt sur le revenu. Mais vous proposez également un certain nombre d'allègements sur l'investissement, c'est-à-dire sur les machines que les entreprises achètent ou les installations qu'elles rénovent. Parfaitement. Je rappelle tout d'abord que sur l'impôt sur le revenu, j'ai également indiqué que pour ceux qui resteront assujettis à cet impôt et pour rattraper l'injustice du passé, il faut faire un abattement l'année prochaine de 5% sur cet impôt. Le reste de ces 30 milliards ou de leur contrepartie
doit consister à permettre effectivement aux entreprises d'investir dans de meilleures conditions, doit les inciter à investir. Aujourd'hui, une petite ou une moyenne entreprise qui fait un investissement peut déduire 10% du prix de cet investissement de son revenu imposable. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on puisse déduire 25%. Ça, c'est une véritable incitation qui est intégrée dans ce cadre budgétaire que j'ai fixé et qui permettra une reprise de notre production, tant en ce qui concerne nos équipements qu'en ce qui concerne la production qui sort des mains des travailleurs de l'ensemble de ces entreprises et ces capitales. Dans tout cela, vous ne parlez pas de la taxe professionnelle. Et pourtant, la proposition que vous avez faite de la supprimer purement et simplement a fait beaucoup de bruit. Les consommateurs sont un peu inquiets car ils se demandent s'ils ne feront pas les frais de l'opération. Et si cette opération n'a pas d'incidence sur les prix, ils s'interrogent. Pourquoi remplacer un impôt qui existe par un autre impôt d'égal montant? Est-ce que vous pourriez leur expliquer tout cela? J'ai fait cette proposition qui est évidente et les autres candidats qui d'ailleurs y viennent, ce qui est un point positif, ont essayé au départ d'expliquer que ce n'était pas bien. En vérité, cet impôt, la taxe professionnelle, est absurde et inadapté. Quand une entreprise augmente l'emploi, sa taxe augmente. Quand elle investit, sa taxe augmente. Quand elle veut exporter, elle ne peut pas déduire sa taxe. Et au contraire, les produits importés chez nous, qui viennent concurrencer les nôtres, ne payent pas la taxe professionnelle. Par conséquent, il faut la supprimer. Comment feront les collectivités locales? Eh bien, comme on a supprimé il y a quelques années la taxe sur le salaire et on l'a donné aux collectivités locales la contrepartie, on leur donnera la contrepartie. Et l'État, pour trouver cette contrepartie, c'est vrai, devra augmenter le rendement global de la taxe à la valeur ajoutée. Naturellement, cela ne veut pas dire qu'il faut augmenter la taxe à la valeur ajoutée sur le logement ou qu'il faut l'augmenter sur le pain ou le lait. Cet impôt, précisément, permet d'être modulé en fonction de l'utilité sociale des produits. Eh bien, il faut que les produits socialement indispensables soient moins taxés et que les produits, je dirais, moins socialement nécessaires, les produits de luxe ou de demi-luxe, soient plus taxés. Voilà qui permet un équilibre et qui correspond à une politique sociale en période de rigueur et de difficulté. Et pour ce qui concerne les consommateurs, il n'y aura évidemment aucune incidence. Lorsque, sur la proposition même de celui qui est aujourd'hui président de la République, en 1968, on a étendu la taxe à la valeur ajoutée à l'ensemble du secteur de la distribution, il n'y a eu aucune incidence sur les prix. Et l'on voudrait faire croire aujourd'hui que la petite réforme que je propose dans ce domaine en aurait une. Ça, c'est de la polémique. On vous trompe quand on vous dit ça. Alors, Monsieur Chirac, naturellement, les Français sont séduits par ces propositions, ils sont tout prêts à vous suivre. Mais ils s'interrogent sur les conséquences sociales que peut avoir cette politique sur l'éventuelle remise en cause d'un certain nombre de garanties. Je pense à cette fameuse affaire des seuils dans les petites et moyennes entreprises. Écoutez, il y a tout un ensemble de contraintes qu'il faut aujourd'hui supprimer. Vous parlez des seuils. Ça veut dire en clair qu'une entreprise qui a 9 travailleurs ou qui en a 49 renonce à embaucher 2, 3, 4 ou 5 travailleurs de plus, même si elle en a besoin, et elles sont nombreuses, parce que franchissant le seuil de 10 ou de 50, elles voient leurs charges subitement augmenter considérablement. Tout ceci pouvait se justifier en période de plein emploi. C'est aujourd'hui insupportable pour l'emploi lui-même. Et donc il faut supprimer ces effets de seuil, au moins pour une période de 5 ans. Il y a bien d'autres mesures de cette nature. Il faut revoir de façon concertée la réglementation des licenciements pour éviter que, appliquée comme elle l'est aujourd'hui, l'embauche soit complètement bloquée et qu'au contraire ne se développent les sociétés de travail temporaires ou intérimaires, ce qui est économiquement et socialement contestable. Et tout ceci doit faire l'objet d'une véritable concertation et d'une politique contractuelle. Alors je vais me faire un instant l'avocat du diable, Monsieur Chirac. On vous reproche parfois de copier un peu des idées ou des exemples à la mode, Madame Thatcher, Monsieur Reagan. Est-ce que par hasard vous vous prendriez pour une sorte de cow-boy à la française? Non, tout d'abord, je ne copie pas Mme Thatcher, puisque la politique que je propose est très exactement le contraire de celle qu'elle fait.
Elle augmente les impôts et les dépenses de l'État, avec d'ailleurs les résultats contestables que l'on voit. Quant à M. Reagan, je dirais simplement que cet homme courageux est en train de tenir les engagements qu'il a pris pendant la campagne. Eh bien, je ne trouve pas que la comparaison soit désobligeante. Pour en revenir au chômage, on voit maintenant comment votre politique va s'attaquer à la racine du mal. Mais le chômage n'est pas un phénomène unique. Il y a différentes catégories de chômage. Le chômage des jeunes, le chômage des femmes. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi différents remèdes à mettre en place? Oui. Le premier remède, c'est d'abord créer des emplois. Mais pour les jeunes, il y a un problème particulier qui est celui de la formation. Formation qu'il faut améliorer. Trop d'entre eux sortent encore de l'école sans aucune formation technique. Il y a là une grande réforme à opérer. Et pour les femmes, elles doivent avoir le même droit que les hommes au travail et dans les mêmes conditions. Ce qui veut dire qu'on doit leur donner le choix de travailler professionnellement ou au contraire de rester chez elles pour éduquer leurs enfants, notamment pendant la période où c'est nécessaire. Mais elles doivent exercer ce choix librement, sans contrainte financière. C'est pour ça qu'à Paris, j'ai créé un salaire maternel, en quelque sorte, qui peut être aussi paternel, le cas échéant, et qui donne à la femme la possibilité de choix entre un travail professionnel ou son travail de mère de famille. Il faut l'étendre à l'ensemble de la France. Alors, M. Chirac, le premier tour, c'est maintenant dans un peu moins d'une semaine. Il est certain que le choix d'une politique économique contre le chômage sera déterminant dans le vote des Français. Comment pourriez-vous résumer à votre idée ce choix? Eh bien, les termes du choix sont désormais très clairs. Et je serais tenté, si vous le voulez bien, de dire aux Françaises et aux Français ceci. Si vous pensez qu'en matière de progrès économique, de progrès social, d'emploi, la France peut continuer pendant 7 ans dans les conditions qui ont été les siennes depuis 7 ans, alors votez pour le candidat sortant. Si vous pensez que M. Mitterrand pourra utilement augmenter les charges de l'État, les charges des entreprises, sans conduire la France à la faillite, que les communistes lui faciliteront la tâche, alors prenez le risque, mais attention, c'est un risque grave, de voter pour lui. Si au contraire vous pensez que les choix qui ont été faits ne sont pas les bons, que l'autre choix non plus, si vous voulez notre progrès économique et social, si vous craignez la récession, si vous voulez la stabilité politique, alors je vous dis, faites en sorte que ce que je vous propose aujourd'hui, la sécurité, le renouveau dans la sécurité, soit adopté.